paper presentation which I made, is available for everyone here in the hall. But in any case, I'm just going to summarize it. At the available opportunity, the coordinator will present the paper to make sure that each and everybody takes away with him or her. I'm just going to give the selling points here. To present ways the Nigerian women can be empowered, efforts need to be made to explain the root causes, effects, and then solution to the empowerment of the African women. In this vein, I feel that every woman... Je parle aujourd'hui. Le CEBAF est une ASBL de droit belge, mais qui a des démembrements en Afrique. Alors, moi, je vais parler le cas du Cameroun, et je suis très content, en fait, des intervenants avant moi, parce que je vais dresser un tableau où se trouve le Cameroun aujourd'hui, parce que nous sommes à un moment charnière. 2015, c'est dans quelques mois, 2020, c'est pas très loin. Et donc, je me suis appuyé énormément sur le rapport fait par l'Institut national des statistiques du Cameroun et par le ministère camerounais de la promotion de la femme, ainsi que d'autres sources. Rassurez-vous, je ne vais pas vous saouler avec des statistiques, mais il y aura quand même quelques graphiques ici à voir. Je rassure aussi la modératrice, ça ne va pas être trop long. Alors, quelques petites données à titre d'introduction. Le Cameroun a en 2012 20 millions d'habitants, mais compte tenu des incertitudes, aussi des faiblesses statistiques, on peut estimer à quelques millions, peut-être 23 à 24 millions d'habitants. 51% des femmes, ça c'est permanent. Et puis au Cameroun, c'est un chef de ménage sur 4 qui est une femme. Au Rwanda, vous parlez de 1 sur 3, je pense. D'après un rapport du ministère de la promotion de la femme, les chefs de ménage femmes sont souvent des veuves de faible éducation, faibles moyens financiers, donc qui sont assez fragiles. Mais malgré cela, lorsqu'on regarde la gestion des ressources, des maigres ressources disponibles, la femme gère autant ou parfois mieux que les hommes. Ça, c'est statistiquement prouvé au Cameroun. La fécondité est très forte. C'est 5,1 enfants en moyenne par femme. Le pic, quand on regarde le graphique, c'est disons entre 20, 24 ans jusqu'à 40 ans, ça monte et puis ça va se mettre. Et qui est là, c'est que 5,1 enfants, c'est beaucoup et ça fragilise évidemment les femmes. Et ça crée une sorte de cercle vicieux parce que c'est un challenge pour la société en termes d'éducation, mais aussi pour la femme elle-même. Dans la mesure où au Cameroun, comme dans beaucoup de nos pays, il n'y a pas d'infrastructure d'accueil, d'infrastructure éducationnelle, c'est la femme qui fait ce travail et si elle le fait, ça veut dire qu'elle ne peut pas s'occuper économiquement d'elle-même, occuper de sa propre promotion et de sa personne. Donc ça a un impact énorme. Maintenant, la population est extrêmement jeune. Les moins de 26 ans font à peu près 78%. Quand vous regardez la pyramide des âges dans les pays africains, au Cameroun, c'est pratiquement comme ça. Une base très large et puis un sommet pointu. Si vous prenez en Allemagne, par exemple, on ne peut plus parler des triangles. C'est un truc comme ça, carrément. Vous avez une mince base, le milieu est large. Et puis, en gros, c'est les vieilles personnes, ça s'inverse. Donc, ça donne aussi un challenge particulier pour les policymakers, comme on dit. Maintenant, en termes de stratégie de développement, le Cameroun s'est donné pour objectif d'être un pays, officiellement dans tous les cas, un pays émergent en 2035. C'est depuis quelques années, c'est vraiment le slogan. Et pour ce faire, le Cameroun s'est donné un document guide qui est ce document stratégique pour la croissance et l'emploi. Pratiquement rien ne se passe au niveau des ressources publiques ou avec les partenaires au développement sans passer dans ce cadre-là. Donc c'est important pour le sujet qui nous intéresse de savoir ce qui est prévu. Dans ce document, la priorité, c'est la sensibilisation des parents de la communauté sur la problématique du genre, notamment la scolarisation des filles dans les zones rurales, la représentativité équitable des filles de tous secteurs confondus dans la formation. C'est formulé de manière large, mais vous verrez un peu plus tard que c'est pertinent. C'est pertinent de formuler de cette manière-là parce que les problèmes sont pratiquement partout. Au niveau du gouvernement, c'est le ministère de la promotion de la femme qui est responsable de cette politique. Et ce ministère existe depuis 2004. Et lui s'est donné un certain nombre d'objectifs que je vais citer rapidement ici. Réduire la pauvreté en milieu féminin, renforcer les capacités de la femme, améliorer les conditions de vie, promouvoir ses droits et devoirs, et puis vulgariser l'approche genre dans tous les domaines de la vie. Donc, les deux premiers points, en fait, c'est les objectifs
Je me limite ici à ces documents de l'État parce qu'en fait, au Cameroun, c'est assez centralisé, y compris les partenaires du développement font un travail avec l'État où tout part de l'État, hein, directement ou indirectement, où la motivation part de ces organismes-là. Maintenant, le troisième point que j'ai mis ici, en ce qui concerne les élections, parce que c'est l'un des objectifs, c'est de promouvoir l'accès des femmes aux fonctions décisionnelles et donc aussi aux postes politiques, députés, etc. Alors, l'organisme de gestion des élections et les partenaires au Cameroun se sont mis d'accord sur un document qui est appelé le plan stratégique genre et élections, qui a été validé en 2012, qui a eu un large consensus au niveau de la classe politique, au niveau aussi de la société, et qui a eu un impact que je vais vous montrer plus tard. Et puis maintenant, le guide des bonnes pratiques pour encourager la participation politique des femmes du PNUD et du National Democratic Institute, qui sont des instruments qui sont assez utilisés au Cameroun. Alors, pour rappel, je me limite à ces 3 points ici, pour voir, en fait, pour donner le tableau où se trouve aujourd'hui le Cameroun. Le rapport filles-garçons dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, la proportion des femmes salariées dans le secteur non agricole, qui est un des objectifs, et puis la proportion des sièges occupés par les femmes au Parlement national ou dans les instances politiques. En ce qui concerne le rapport garçons-filles dans l'enseignement primaire secondaire, quand on regarde ce tableau-là, qui donne en fait une sorte de bilan sur 10 ans, 2001-2010, on constate que la parité atteint un peu partout. Nous sommes bien en enseignement primaire, hein, au Cameroun, effectif, sauf au niveau dans le nord Cameroun, la région du nord. Et puis, au niveau du secondaire, dans les 10 dernières années, il n'y a aucun progrès, hein, statistiquement mesurable. Et non seulement aucun progrès, mais on constate aussi un retard clair dans certaines régions, l'Est, l'extrême nord, et puis le nord et l'Adamawa. Ce sont des régions, on verra, qui ont aussi un retard sur le plan socio-économique, mais qui sont aussi dans des zones de très grande insécurité. Ça veut dire que lorsqu'on prend en compte le passage primaire-secondaire, il y a une chute. Et cette chute-là, ils utilisent en tout cas officiellement un terme qui, pour moi, est très détestable, un terme de déperdition. Ça veut dire qu'à la fin du primaire, une bonne proportion des filles ne continuent pas. Alors, les causes, je suppose qu'on va en discuter, il ne faut pas aller profondément là-dedans. Hein. Ça va de problèmes de la famille, grossesse précoce, manque de moyens, etc., etc. Dans tous les cas, il y a déjà ici une sorte une chute remarquable. Le gouvernement essaie mais aussi pas seulement le gouvernement, mais la société civile, les ASBL, aussi les partenaires au développement, de réagir en essayant d'augmenter les capacités, mais aussi avec des campagnes. Je signale ici le cas de l'École nationale d'enseignement qui a été créée par le gouvernement au nord, parce qu'elle a été créée à l'extrême nord, dans les zones où il y a effectivement tous ces problèmes-là, et donc on espère par là qu'il y aura une motivation supplémentaire pour que la tendance puisse être changée. Donc au niveau primaire, secondaire, pas de progrès sur 10 ans, primaire, ça progresse sauf dans certaines régions. Maintenant, l'alphabétisation est importante parce que ces personnes qui ne vont pas à l'école ou qui n'arrivent pas à continuer, évidemment, elles tombent dans le lot de personnes non éduquées qui n'ont pas accès à l'éducation et dont il faut s'occuper. Donc, ils deviennent des adultes, donc auxquels il faut essayer de donner accès à l'éducation. D'où l'importance de l'alphabétisation. Ici aussi, quand on regarde, la parité est atteinte pratiquement un peu partout au Cameroun, sauf dans les régions citées précédemment, le nord, l'Adamawa, l'extrême nord et l'est. Hein, vous voyez, c'est assez remarquable sur le tableau. Les causes, on en a parlé dans les autres pays, c'est pas très différent. C'est les pesanteurs culturels religieux, une certaine féodalité qui est encore en cours au nord Cameroun, la pauvreté générale, et puis l'insécurité, parce qu'il y a eu le phénomène de ce qu'on appelle les coupeurs de route au nord Cameroun depuis maintenant une vingtaine d'années, qui désorganisent pratiquement tout, hein, qui s'attaquent en fait à tout le monde, mais en général, ils tombent sur des villages entiers qu'on prend en otage. Effectivement, femmes en femmes souffrent, et puis il y a l'impact. Il y a la question des réfugiés qui viennent des pays voisins, la République centrafricaine, depuis pratiquement 10 ans, le Cameroun, ce sont ces zones-là qui accueillent en fait les réfugiés. À titre d'exemple rapide, moi je viens d'une ville qui n'est pas loin de la frontière centrafricaine, Meganga. Il y a quelques mois, lorsqu'il y a eu des affrontements, les affrontements tragiques là, c'est par camion qu'on venait déverser des réfugiés
Et sur plusieurs jours, chacun pouvait prendre un petit garçon, une petite fille. Il n'y avait aucune formalité. Si vous voulez, vous venez, vous prenez l'enfant, vous partez. Et c'est quelques jours après que la gendarmerie, les autorités ont donné un minimum de formalité. Vous payez 5 000 francs, 7 000 francs CFA, on prend quand même votre nom, etc. Et puis vous pouvez partir avec un enfant. Donc cette zone supporte ça. Et de l'autre côté, à l'extrême nord, la question de la guerre de Boko Haram qui est connue. Il y a aussi des réfugiés qui arrivent. Il y a aussi un ralentissement économique qui a un impact certain. Alors, l'autre objectif, en tout cas, une partie de l'objectif, la proportion de femmes salariées dans le secteur non agricole. On voit qu'un léger progrès entre 2005 et 2010, mais de nouveau, deux régions, l'Est et l'extrême nord, qui se font remarquer par un recul. Et maintenant, il y a dans le secteur dirigeant des grandes entreprises ou des grands entrepreneurs au Cameroun, c'est environ 3 femmes sur 10. Alors, les femmes sont représentées, normalement on en a parlé ici, de notre société, dans le secteur informel agricole. Et ici, parce que bon, c'est historique, hein, mais aussi c'est lié à la nature de la société. Je donne ici un exemple d'un outil que l'État utilise pour faciliter l'accès au financement. Les GIC qui s'appellent les groupements d'intérêt collectif, je crois, ou coopératifs, dont le nom a changé ici. En fait, le principe est simple, des gens se mettent ensemble, amènent un certain pourcentage. Si vous voulez avoir, je ne sais pas, 5 millions, vous amenez peut-être 10-15%, et puis l'État met le reste sur un projet que vous avez mis en route. Donc maintenant, mais la faiblesse de cet outil-là, c'est que si maintenant vous avez affaire à des personnes qui sont déjà paralysées, affaiblies, soit en termes d'éducation, soit en termes de capacité managériale et autres, et qui ont besoin des hommes ou d'autres, c'est une sorte de cercle vicieux. D'abord, il y a une limite pour accéder pour faire la demande, mais aussi pour gérer. J'essaie d'accélérer. Maintenant, c'est le dernier en fait, grand élément. La proportion, c'est au niveau politique. La proportion des femmes dans le Parlement national et au niveau du Sénat, dans la législature 2007-2012, 25 femmes, 13%, moins que la moyenne africaine qui est à peu près de 20%. Mais maintenant, aux élections 2013, les élections l'année passée, il y a eu une sorte de bond positif où on a 56 femmes sur 180, à peu près 31%, et 20 femmes comme sénatrices. C'est dû à quoi? C'est dû aussi à l'outil que je vous ai cité au départ, là. Parce que les organismes d'organisation des élections et des partis ont pris au sérieux le travail. Et donc, il y a eu des listes électorales qui ont été rejetées parce qu'elles ne respectent pas le critère genre. Et ça, c'est un outil, c'est carotte et bâton, si vous voulez. Hein. Donc c'est un exemple utile sur lequel je pense qu'il faut continuer à travailler. En conclusion, donc, à quel niveau du parcours se trouve aujourd'hui le Cameroun? Ça, c'est pris pratiquement directement du rapport de l'Institut national de statistique. Pour ce qui concerne 2015, on peut. Mais compte tenu du fait que, comme j'ai montré pour l'enseignement secondaire, sur 10 ans, il n'y a pas eu, dont la probabilité baisse. 2020, très probablement, plus loin, effectivement, c'est possible. Donc, voilà où se trouve le Cameroun, et j'espère que ce sont des outils qui peuvent nous aider maintenant à mieux discuter de la question. Merci beaucoup. Les questions publiques, comme ça, ici, il y a un complément d'information à apporter. Ce n'est pas une question que je veux vous poser, c'est tout simplement une proposition. Aujourd'hui, les femmes africaines qui se sont réunies ici et celles qui sont absentes, nous puissions constituer un grand réseau qui doit avoir aussi un impact au niveau de l'Union africaine. Parce que quand l'Union africaine parle, je pense que le problème qui touche la femme n'est pas souvent évoqué. Alors, mes chères sœurs, lèvons-nous, constituons quelque chose de grand pour que nous puissions avoir un mot à dire au sein des politiques qui se décident au niveau de l'Union africaine. Merci à vous. Bonjour tout le monde, c'est Madame Diana Katetou, la présidente du GAMSE.
J'ai deux questions, monsieur qui vient, le dernier orateur là. Concernant les enfants que vous avez dit à 6 000 francs CFA ou 5 000 CFA, qu'est-ce que l'État camerounais a fait pour retrouver ces enfants-là? Parce que moi, quand on parle des enfants là, tu me touches profondément. Mais aussi, je voulais savoir, le pasteur, il a parlé de mariage enfant à partir de 9 ans. Je voudrais savoir qu'est-ce que les États africains, qu'est-ce qu'ils font pour éradiquer ça? Parce que c'est encore nous mettre dans la pauvreté. Un enfant qui sont mariés à l'âge de 9 ans, disons qu'à 12 ans, elle va avoir un enfant. Mais des enfants qu'on a vendus à 5 000 ou même pas, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'on a fait? Comment ça fait que dans les médias, on n'a pas entendu parler? Parce que si on avait entendu, je pense qu'ici, il n'y a que des organisations qui sont là. On allait se lever pour dire pourquoi ça se passe comme ça. On allait frapper sur la porte de l'ambassade de Cameroun, mais on n'a rien su. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça s'arrête. Merci. Oui, donc pour revenir à cette interpellation, on dit qu'il y a 200 jeunes filles, plus de 200 jeunes filles qui ont été enlevées. Et ça ne peut personne. Je suis étonnée de ce silence international. J'ai l'impression que quand ça touche un continent, ça ne concerne pas certaines personnes. Donc je laisse quand même, puisque c'est à vous, au cas où on a posé la question, de répondre. Il faut d'abord lever un petit malentendu. Les 5 000, 7 000, il ne s'agit pas de commerce ou d'achat. Ça, c'est, si vous voulez imaginer une grande place d'une ville, comme un stade de football où des camions ou des personnes arrivent avec une masse de réfugiés et avec des enfants perdus. Soit des parents sont morts, soit des papas séparés de leurs parents. Et chacun vient, moi je vais prendre une fille, je vais prendre un garçon que je vais élever, je prends. Il n'y a aucune formalité pendant plusieurs jours. Et puis maintenant on a interpellé les autorités et ce qu'ils ont fait c'est juste introduire un minimum de formalité. Ce n'est pas un achat. Et 5 000 c'est si vous voulez, c'est des timbres que vous payez pour que la gendarmerie confirme que vous prenez un enfant, une fille. Et donc c'est comme ça, ce n'est pas une commerce d'enfants. C'est tout. Maintenant, et donc pour finir, il y a le HCR qui est dans la zone qui fait, je dois dire, un bon travail aussi, qui prend. Voilà, merci. On the issue of the child marriage, that's what we are trying to explain. If you are talking about ways of empowering Nigerian women, first of all, you need to understand what are their weaknesses, what are the problems there that are prevalent. Then you talk about this is the way to empower them. So when such things are still existing in laws and the constitution, either cultural or you say through religious or political constitution, unless it is changed, and there has to be ways how this can be changed. Lady women, yes, I had Mama, who was trying to talk about women being, not just informal work, but then a formal work. But first of all, if someone do not understand her rights and what it is all about, there's no way you can talk about occupying those positions. First, educate these people, let them understand that they are being abused, that their rights are being taken away from them. When they understand this, you can now talk about how next to empower them, because educating them is the most powerful way of empowering them. So the government, yes, they want to do something about it, but there are certain laws that are still prevalent in those countries that has to be abolished. Ok, donc voilà, malheureusement on doit arrêter cette table et laisser la place. Sorry, excuse me. Please? Yes, excuse me, please. Here. Children, and I'm a woman. And I think if we're trying to find a solution to our problems as African women, we should first of all find out the peculiarities in the different countries, have a general overview so that when we're presenting the problem, we're able to find a solution. The Nigerian that is presented here, I do not recognize.
we're a country of not less than 140 million people. And as the speaker has explained, we have about 37 states. So if you're talking about women not being empowered, yes, we have a problem. There is yet more to be done, especially in terms of political participation of the women. But is the Nigerian woman educated? Of course we are. Is the Nigerian woman empowered? Yes, in certain aspects we're empowered, both by our tradition and by the things we've been able to achieve on ourselves. There are certain areas presently in Nigeria, a lot of women are more educated than the men. You find a man that has no education, but he wants to get married to a doctor. He wants to get married to a nurse, because they believe when they bring them over to America or to Europe, they will help to augment their standard of living. Yes, this is a fact. And also, a lot of changes, a lot of things have changed. Previously, we have people that it's been difficult to inherit, but we have those that come from the western part of the region of Nigeria, who are most of the greatly educated people you have, and they inherit as well as the men. So what I'm trying to say is, for all of us here, when we're trying to present the problems from our different countries, let us not generalize, because that way it's going to be difficult to find a solution. Find out where the problems are concentrated, address them. There are some areas in Nigeria that do not practice genital mutilation. So it's wrong to claim that it's for all Nigerians. I just have to say that. Par exemple, les États comme l'Égypte, l'Irlande, le Vatican, etc., ont fait coalition et ont fait en sorte que les droits ont pris du recul. J'aimerais que vous nous informiez un peu plus là-dessus. Madame qui a parlé la dernière, vous avez cité Rio. Donc quand vous parlez de Rio, vous parlez des questions de l'environnement. Ma question concerne les femmes qui sont dans les bassins, dans les grands bassins forestiers, parce qu'avec le problème du développement durable et donc de la déforestation, ces femmes-là sont touchées de plein fouet. J'aimerais que vous nous informiez un petit peu de ce qui se fait à ce niveau-là, pour ce qui concerne les femmes qui vivent dans les zones forestières tropicales. Madame Yogo, alors je termine. Madame Yogo, vous avez parlé de la banque Ladies First. Est-ce que vous pouvez nous informer sur l'existence des banques ici qui tiennent compte des femmes de la diaspora qui veulent entreprendre et où elles pourraient éventuellement s'adresser pour avoir des prêts auprès de ces banques? Merci. C'est un apport. J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'associations, mais nous travaillons plus avec le cœur que nous voulons travailler professionnellement. Or, le monde s'organise de manière à ce que les choses se fassent de manière professionnelle. Donc, je suggérerais, s'il vous plaît, nos sœurs, qu'on apprenne à travailler professionnellement et nous avons des compétences pour. Donc, essayons de nous réunir ensemble pour que, entre les avocats, les juristes, les experts comptables, que nous mettions en place une base de données compétentes pour permettre à nos sœurs de ficeler les choses de manière pérenne et durable, puisque nous sommes dans le mouvement durable. Ma question revient à préciser. Je constate que vous avez plus de tout le monde qui est passé mis en avant les priorités internationales. Mais je constate que chaque fois on est buté à un problème d'échec, puisqu'elle a si bien énuméré le nombre d'échecs. Est-ce que le problème, c'est pas que nous sommes trop à la sphère macro et nous travaillons moins à la sphère micro, c'est-à-dire que nous allons moins à la base où le peuple justement doit avoir le pouvoir de renverser la tendance? Moi, je voudrais qu'on inverse un peu la tendance, parce que nous avons tendance à aller dans les grosses sphères au lieu de travailler dans les petites sphères. Et je voudrais aussi qu'on insiste un peu sur l'éducation des filles. Donc, c'était mon apport. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez couper votre micro? Alors, je vais faire une remarque qui sera peut-être... Ma question s'adresse à Marie Chantal. C'est par rapport aux objectifs des millénaires, parce que d'ici 2015, on arrive à terme donc ces objectifs. Et vous avez parlé des opportunités. Moi, je voudrais plus savoir les opportunités
que va donc nous donner l'après 2015, et surtout en ce qui concerne la lutte contre l'esclavage moderne dont souffrent les femmes. Madame Annette en a parlé, des femmes surdiplômées qui sont des techniciennes de surface. Et alors comment, dans l'après 2015, il y aura des opportunités qui vont lutter en fait contre cet esclavage moderne? Merci. Coupez votre micro. Je vois la question. Oui. Oui. J'ai une question directement à Mme Wouters par rapport à la participation des femmes, à la participation politique. Comme vous savez, les élections vont se dérouler dans plusieurs pays en Afrique. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est programmé pour préparer ces femmes au processus électoral. Donc voilà. J'avais juste une petite, un petit message à faire passer à Madame Annette qui se charge de transmettre le message aux eurodéputés qui sont partis par rapport à la certification de minerais du sang. Ici, on a pris la commission a pris en charge de mettre en place des certificats pour les minerais du sang. Mais au sein du Parlement européen, les entreprises peuvent le faire s'ils veulent. Donc moi j'aurais voulu que vous transmettrez ces messages aux eurodéputés. Est-ce que ce n'est pas le moment n'est pas venu pour que ces certifications soient obligatoires vis-à-vis de ces entreprises, qu'on retrace les minerais de sang, qu'on a des origines de ces minéraux-là. Voilà. Oui, coupez votre micro. Merci beaucoup de me donner la parole, c'est Béatrice Bachivi. Mais on a passé une belle matinée, mais je crois qu'on doit arrêter de se flageller aussi. C'est comme si on appelait toutes les femmes africaines de se mettre ensemble pour trouver une solution. La solution, c'est que nous sommes là et nous sommes debout. Et puis, comment voulez-vous que, vous voyez, quelle difficulté l'Europe a pour fonctionner, l'Europe avec tous les députés, pour se mettre d'accord sur la politique d'immigration, sur telle chose. Et ici, vous voulez que nous, brutalement, en n'ayant rien, on puisse devenir des pionnières comme ça. Ne nous demandez pas plus que ça. Tout le monde sait qu'il nous manque l'argent et la paix. Merci. Au moins, je dis. Alors, encore une question là. Poser une question à Marie-Chantal. J'allais aussi la poser le matin à Madame, c'est qui a parlé pour le Rwanda. On est en train de nous présenter le Rwanda comme le modèle, le numéro 1. C'est vrai, il y a 64% de femmes au Parlement. Je veux juste savoir, est-ce que le fait d'avoir 64 femmes au Parlement a un impact? Est-ce qu'on peut nous prouver que sur le terrain, je pense plus aux femmes du milieu rural, parce que celles qui sont députées, elles sont déjà au sommet. Moi, je me préoccupe beaucoup de la situation des femmes qui vivent dans les villages. Est-ce que ça a un impact sur les femmes? On peut nous le prouver. Deuxièmement, je voulais demander, excusez-moi, Madame Ngamou, elle a beaucoup parlé elle nous a donné un peu des ingrédients pour comment on peut aller chercher les fonds ou l'argent. Je suis désolée, j'évolue aussi dans les milieux culturels et artistiques. Je vais juste interpeller les gens pour dire que les artistes, l'art africain ici en Europe est considéré comme l'art de seconde zone. Donc pour que l'Occident consomme l'art africain, il faut que l'Africain lui-même d'abord apprenne lui-même d'abord à consommer cet art-là. Ne croyez pas qu'ils ne veulent pas nous donner parfois l'argent pour consommer là. C'est parce qu'ils savent que le public ne mangera pas ça facilement. Donc c'est à nous-mêmes d'abord à mettre en valeur et à apprendre que nous devons consommer la culture africaine. Sinon, si vous n'achetez pas un livre de notaire africain, n'attendez pas qu'un blanc l'achète. Juste dire ça. Merci. Merci. Très court, oui. C'est juste une question, c'est pour expliquer à la dame, c'est parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps, mais j'avais dans mon exposé prévu d'expliquer l'impact direct de... Je pense que vous allez... Ça, oui, voilà, c'était juste pour dire ça, que c'était prévu. Mais Marie-Chantal va expliquer. Oui, c'est ça. Peut-être qu'elle n'a pas les chiffres, qu'on n'avait pas prévu ça. Voilà. Oui, c'était juste pour dire que les chiffres sont là, ils étaient disponibles, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de les exposer. D'accord, merci. Votre voisine juste à côté, très rapide.
Pour très rapide, je vais l'être parce que bon, comme Stella a repris un peu ma question, merci Stella. J'aimerais bien donc la question de l'efficacité, l'efficience de nos prétentions. C'est vrai que nous sommes très bien, mais je pense, et je pose la question à qui veut me répondre, les prétentions de croire que nous sommes des experts de la vie des gens, il faut absolument qu'on trouve les moyens de les descendre un peu plus bas, et puis ne pas évoluer dans le féminisme que j'aime beaucoup, puisqu'un temps occidental, pardonnez-moi, moi je ne suis qu'une vieille personne, de croire qu'on va continuer à mettre en antagonisme les droits de la personne qui est unique et invariable. Il n'y a pas de droits pour les femmes et des droits pour les hommes. Il y a les droits de l'être humain en point entrée. Et donc, moi, je pense que l'ambition de vouloir... Et puis, l'expérience est aussi une expertise, comme répond là-dessus aussi. Mettre les expertises dans les diplômes et tout ça, c'est très bien, mais l'expérience est une expertise, et donc, toute femme qui a l'expérience, à la base, doit être prise comme expert de la vie. Merci. Je t'ignore comme il faut. Désolée. Donc, j'ai pas le temps. Je vais finir. Je suis vraiment désolée, sinon ça va être l'anarchie totale. Je suis désolée. C'était juste pour une réponse à l'une des personnes qui voulait transmettre quelque chose au début. Oui, elle va vous voir. Elle est quelque part ici, devant. Elle est là. Vous allez vous voir à la pause. Je suis désolée, sinon ça va être l'anarchie. C'était juste pour dire qu'elle soutenait cette position sur les... D'accord. Ok, vous allez en parler à la pause. Mesdames, vous avez chacune 1 minute pour répondre. Marie-Chantal a eu beaucoup trop de... Chacune a entendu les questions qui lui ont été posées. Je suis désolée, c'est un rôle difficile d'être la gardienne du temps. Marie-Chantal a eu plus de questions parce qu'elle va répondre à tout ce qui concerne les objectifs millénaires du développement, et elle va répondre à votre place pour le Rwanda. Mais si quelqu'un veut vous poser de manière concrète la question, il y a moyen de vous voir à la fin. On est d'accord. Super. Alors, celle qui veut commence. Ou alors, on suit l'ordre, tout simplement. On va suivre l'ordre. Merci. Moi, je n'ai pas de questions spécifiques, mais juste pour répondre sur la notion et la valeur du réseautage. Moi, je pense que aujourd'hui, si j'ai quitté la France pour venir à une conférence ici, c'est que je crois fortement à cette connexion, cette interconnexion, qui est les initiatives conjuguées qui peuvent sortir quelque chose. Parce que individuellement, ou bien cloisonné, je pense qu'on ne peut rien faire. Et on est fort aujourd'hui pour constituer une banque des femmes. On a parlé d'initiative. C'est que dans ces valeurs multipliées, ajoutées et interconnectées, qu'on pourra vraiment représenter quelque chose. Et j'y crois. Et vraiment, le RIFAT est là, qui vient d'être lancé, qui inclut en même temps les femmes, les expertises de la diaspora. Expertise, c'est pas le diplôme autre, mais c'est surtout l'expérience, ce qu'on porte, et les femmes africaines sur le terrain. Et je pense que c'est un réseau qui va naître. Je pense que les 2 jours vont nous vraiment mettre le doigt dans l'étrier pour voir comment on va panaxer ça et sortir quelque chose, je ne dirais pas de nouveau, mais au moins avec beaucoup de volonté pour le réussir. Est-ce que je peux vous demander d'être un peu plus focus, merci? Si à vous, on vous a posé une question sur la culture tout à l'heure. Il y a une remarque. Je vais répondre à madame qui a parlé, posé la question sur la culture. La culture, de manière générale, est très riche, peu importe origine, Afrique, Amérique, tout ceci. Et c'est à nous de porter les valeurs que nous sommes, ce que nos ancêtres nous ont donné. Et c'est à nous de présenter la richesse de ce qu'on est. De un. Et on ne doit surtout pas attendre que les institutions décident à notre place. Nous devons décider, nous avons une expérience de terrain pour remonter à des associations ou à des personnalités politiques ou tout ça. Voilà. Et je persiste, comment on dit ça, rêvez et vos rêves se réaliseront. Est-ce que vous pouvez couper le micro? Voilà, Madame Youbon vous a posé une question sur l'exemple de la banque. Donc l'exemple Ladies First, est-ce que vous avez l'équivalent ici en Europe? Concernant les banques et les financements, moi j'ai pour habitude de dire que la femme finalement c'est un homme comme un autre. Si vous avez un bon projet, que vous avez un bon business plan et que vous avez un projet qui a un impact réel et qui rencontre l'offre et la demande, ou alors un projet innovant, à ce moment-là, les banques vous suivent si vous avez des garanties. Mais il faut aller un peu voir auprès de différentes banques et pas nécessairement penser
aux banques classiques, il y a d'autres possibilités aussi de financement. Donc il y a le financement participatif notamment. Parce qu'en fait la banque, que ce soit la Rabobank au Congo ou ailleurs, enfin la Rabobank c'est vraiment spécifique, mais dans les autres parties du monde, vous devez toujours avoir un apport ou une garantie. Donc ici la difficulté, puisque vous demandez par rapport à la Belgique, la difficulté c'est qu'au niveau des investisseurs ou des banques, ils disent souvent que les gens de la diaspora, ils ont toujours des idées, mais jamais très concrètes, l'éternel recommencement. Donc c'est vrai que il n'y a pas vraiment moi je n'en connais pas personnellement qui est vraiment cette spécificité-là, mais je pense qu'en fait on doit simplement avoir, moi par rapport à mes clients, c'est ce qui se passe. Donc on boucle bien un dossier, on présente le projet, et si une banque n'est pas d'accord, on va voir auprès d'une autre. C'est comme tout autre entrepreneur, il n'y a pas de spécificité en tant que tel. En tout cas en Belgique, on peut pas. Merci. Marie-Chantal, tu as la lourde tâche de clôturer le panel et de répondre à toutes les questions qui t'ont été posées concernant les objectifs millénaires du développement, le cadre post-2015 et un exemple concret à l'appui de ce qui se passe au Rwanda et de la place de la femme. Est-ce que les femmes rurales, en tout cas c'est ce que j'ai pu comprendre, sont aussi concernées par le fait de porter les femmes et de les mettre en avant? Merci. Je vais commencer par les questions qui ont été posées par monsieur en ce qui concerne les opportunités que nous offre le cadre post-2015. En fait, aujourd'hui, je pense que nous avons une chance inouïe d'avoir connu l'expérience des objectifs millénaires pour le développement. On sait déjà où se trouvent les failles et on voit plus clairement quelles sont les politiques à mettre en œuvre pour combler ces failles. Je tiens à préciser que pour des objectifs menés pour le développement, certains éléments très très importants n'ont pas été pris en compte, comme la question de violence faites aux femmes, la question du travail domestique non rémunéré. C'est maintenant une occasion pour ceux qui vont avoir la tâche de définir les nouveaux objectifs, d'intégrer ces paramètres-là. Donc, il faudra pour le cadre 2015, post-2015, d'intégrer les questions, par exemple, du rôle de la femme dans les questions de paix et de conflit. Il faut que le cadre 2015 fasse adopter des points nationaux d'application des résolutions des Nations Unies qui appellent les États qui interpellent les États sur les violences faites aux femmes dans les conflits, et qu'il y ait des programmes qui soutiennent des projets visant cet objectif-là. Je tiens à préciser que le Parlement européen va allouer le prix Sakharov au docteur Denis Mukwege, qui est un homme qui lutte contre les violences, qui répare les corps et les femmes de la République démocratique du Congo et qui sont des victimes de conflits. Et donc c'est un exemple d'action qu'il faut continuer à envisager pour avoir un cadre post-2015 plus conclu. Il faudra aussi définir des indicateurs très étoffés qui permettent de rendre compte de la marginalisation que subissent certains groupes. Aujourd'hui, la question d'éducation ne peut pas rendre compte des disparités entre les filles ici d'un milieu riche et les filles ici d'un milieu pauvre. Il faudra définir des indicateurs comme l'accès à l'héritage, l'autonomie économique, l'éducation, mais inclure au sein même de cet objectif, de cet indicateur-là, des paramètres qui permettent d'évaluer plus concrètement. Je tiens à préciser aussi que le cadre post-2015, cela rejoint la question qui m'a été posée en ce qui concerne le rôle de la femme en matière de l'environnement. C'est une occasion de se pencher sur les questions qui touchent aujourd'hui, par exemple, en Afrique subsaharienne. Les femmes ont la lourde tâche de récolter de l'eau, de récolter les droits de chauffage.
Ceci étant en danger, il faudrait que l'égalité des femmes ne se limite pas au niveau des paroles, qu'on agisse au niveau local, qu'on rencontre les enjeux que vivent les femmes au quotidien et que chaque détail soit tenu en compte. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui me demandent d'arrêter et donc je vais directement aller à la deuxième question qui concerne la participation de la famille. Je peux répondre comme ceci. Je pense qu'on ne permet pas à une femme de siéger dans un parlement si cette femme n'a pas été à l'école. La première chose à faire, c'est d'éduquer les femmes, mais il ne faut pas seulement les aider à accéder à l'école, il faut garantir qu'ils continuent les études, qu'ils arrivent au niveau universitaire, qu'ils arrivent au niveau secondaire. Garantir cela exige qu'on adapte les infrastructures, qu'on les permette d'étudier dans les mêmes conditions. Il faudra, en Afrique, il existe des systèmes d'internat, la piste de construction d'internat pour garantir le niveau égal dans le processus d'apprentissage est une piste à exploiter pour arriver à la question d'éducation. Je vais clôturer avec la dernière question, l'avant-dernière question. D'abord, la question qui concerne qu'est-ce qu'il faudra faire pour arrêter l'esclavage. Il faudra, je viens de le souligner, il faudra travailler dans le sens d'arriver à inclure aussi les questions de paix. Il faut que l'objectif du genre soit mis de manière transversale dans tous les objectifs qui vont être adoptés et que cela touche aussi des questions de paix et de conflit. C'est comme cela qu'on arrivera aussi à toucher des questions comme l'esclavage et les violences domestiques. En ce qui concerne la question du Rwanda, je pense qu'ici, je suis le témoin parfait que cette politique-là touche aussi des milieux les plus bas. J'ai perdu mes parents quand j'avais 12 ans. Si la politique qui vise l'autonomisation des femmes n'avait pas été efficace, je ne serais pas aujourd'hui ici. J'avais la tâche d'élever 4 enfants. Aujourd'hui, le dernier est à l'université. Donc ceci est un exemple que cette politique-là marche et je peux multiplier à 100 fois les exemples. Donc je vous remercie. J'ai été rude à certains moments, mais je vous remercie toutes d'avoir respecté l'heure. Merci pour les expériences que vous avez partagées. Je vous invite vivement, je vous recommande d'aller rencontrer à la fin de la rencontre pour celles qui seront là. On parle de réseautage, n'hésitez pas à réseauter, prendre des cartes, échanger les cartes pour ceux qui ont d'autres questions. Sans plus attendre, je vais demander à Madame Louise Ngandou de me rejoindre. Madame Barry Digman. Sister Annette, for inviting me. I feel very honored to be here in our midst. So, my topic was in fact from Durban 2001 in historical perspective to the decade for people of African descent. And I had prepared a PowerPoint presentation for at least 30 minutes. So I have to reduce it. The question is, shall I make it? Okay, let me begin to start with to tell you that on December 10, the United Nations will officially launch the Decade of People for People of African Descent. And it is a very important decade because it takes 3 world conferences against racism from 1978, 1983 and 2001 that the transatlantic slave trade, slavery and colonialism was on the agenda of the United Nations, and drawing the lesson of the 2 first conferences which failed to defeat racism, the third one took great care to identify
a pragmatic program of action and recommended an efficient monitoring in the following up based on the launching of national action plans against racism. No country can claim to be free of racism. Racism will and should be beaten. That was the statement of the former High Commissioner on Human Rights during her opening remarks. But she stated that if the world wants to make a difference, the conference should not only raise awareness about the source of racism, but it should also lead to positive action at national, regional, and international level that can bring a relief for those who are endlessly victims of racism and racial discrimination. Then most people agree that people are not born as racist, but that they become racist. A primary cause of racism is inexperience of stupidity, as former Secretary General Kofi Annan said on the occasion of the celebration of the International Day for the Elimination of Racial Discrimination on March 21, 1990. Our mission is to confront people who become racist with knowledge, therefore inexperienced side with tolerance and insulation, with the outstretched hand of generosity. Racism can, will, and should be defeated. The Durban Conference on Racism in 2001, you must understand that all over the world, African people, African and diaspora people, they came to South Africa for one topic, and that was the slavery past, the transatlantic slave trade, slavery and colonialism. There were two other topics, but you must understand that these issues, at the preparation of two World Conferences, never the United Nations they adopted to speak about the transatlantic slave trade. In I want to do this. The results of the Durban conference ended with the adoption of the Durban Declaration and Program of Action. It includes 122 paragraphs, including a declaration that slavery, slave trade, and colonialism, including the transatlantic slave trade, was declared as a crime against humanity. It consists of 219 paragraphs, among other things, remedies, reparation, and apologies. Among the topics, we had paragraphs on employment, healthcare and environmental, education and human rights, access to education without discrimination, and also awareness raising with regard to children, young people, politicians and government officials, legal aid to refugees, asylum seekers, and transatlantic slave trade, slavery and colonialism, and in particular the effects. Modern forms of the slave trade and slavery, media and representation, gender mainstreaming, intersectionality, a multi-phase and intersectional approach of discrimination, interculturalization as an approach which is simultaneous. So a lot of paragraphs, and we had also several aiming groups like migrants, Africans, and people of African descent,
indigenous peoples, refugees, victims of trafficking in human beings and sexual violence, and also action programs on Sinti, Romas, and Gypsies. So, what you must understand is that this Durban Declaration and Program of Action is a very important declaration. It's a very important plan of action for Africans and people of African descent. Because of the declaration that the transatlantic slave trade, slavery and colonialism was a crime against humanity and has always been so. What I want to do now is to move to 5 years later. Every 5 years, the United Nations, if there is a world conference, the United Nations are evaluate this world conference by organizing a review. For the Durban Declaration and the Program of Action, we have seen that it cost 3 years before the nation states, including Europe, decided to organize a review. And 3 years of resistance from the European Union, from the United States, from Israel, from Canada, to organize this review. And because also of the lobby of the Pan-African movement all over the world, the High Commissioner decided to organize this Durban review not 5 years after, but in 2009. So the Durban review was in 2009, and you have several countries who were against this review because they, in their opinion, the Durban conference in South Africa was a racist conference. Nobody knows why they call it a racist conference, but they pursue that the conference delivered a document with racist paragraphs. So nobody can show us where the racist paragraphs are. So in 2009 we have this Durban review, and what the United Nations, they reaffirm in Article 1 the Durban Declaration and the Program of Action. And what they have noticed is that despite all the efforts, the implementation of the Durban review and the Durban Declaration and the Program of Action was not implemented by the nation states. Some has done it, other, for instance, in Europe, most of the European countries didn't implement the DDPA. So, because of that, they decided, the United Nations decided to establish a year, an international year for people of African descent. And this international year, the purpose of the year was to stimulate the political will to realize national action plans with regards to the Durban Declaration and Program of Action. And even in that year, after evaluation, in September 2011 at the United Nations, at the high-level panel at the General Assembly in New York, the assessment was, the conclusion of the assessment was that again, no national action plan was implemented with regard to the Durban Declaration and the Program of Action. So what happened then is the conclusion of the United Nations that if the Durban Review was a problem, if we
have noticed that the nation states didn't implement the Durban Declaration and the Program of Action. Then we create a year for people of African descent to stimulate the political will. And that didn't help either. Then the only what we can do now is to realize an international decade for people of African descent, so that within 10 years, started from January 2015 until December 2024, to realize, to make happen that the political will is stimulated to implement the Durban Declaration and Program of Action. I'm sorry that I have to do this in a hurry, but something that in 9 years, that take 3 years for negotiation, you cannot do in 7 minutes. So thank you for listening. I'm very sorry about that. This is an interesting topic, but we are we are very late, so maybe you can discuss with the people after the session. Now, je vais repasser en français. Ce que moi j'ai compris en tout cas, c'est qu'en 2001, il y a eu la conférence de Durban. Cette année, le 10 décembre 2014, il y aura le lancement de la décennie des Afro-descendants. Je pense que c'est ça qui est important de retenir et de voir ce qui pourra être fait pour que ça aussi, ça soit inscrit dans l'agenda post-2015. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Louise Ngandou. Je suis vraiment désolée, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc ça va être 7 minutes si c'est possible. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je remercie bien sûr, comme tous les autres intervenants, les organisatrices de cette initiative importante. Avant de passer à mon propos, je voudrais d'abord paraphraser Martin Luther King dans une de ses citations. La véritable grandeur d'une femme ne se mesure pas des moments où elle est à l'aise, mais lorsqu'elle traverse une période de controverses et de défis. On m'a demandé de parler de Beijing, Pékin, 20 ans après. Quelles sont les réussites et quels sont les freins par rapport à Pékin? Ici, parler de Pékin tout de suite, ce ne serait pas juste de faire un petit retour en arrière pour rappeler qu'avant Pékin, il y a eu quand même plusieurs grandes conférences au cours desquelles il y a eu convergence des revendications des femmes, notamment en matière de traitement égalitaire et de participation accrue au processus de paix et de développement. Je citerai ici la conférence de Mexico en 1975. Au moment où on parle de Mexico, dans la plupart des pays, les femmes sont encore mineures, d'autres n'ont pas encore le droit de vote, et dans certains pays même, les femmes doivent avoir une autorisation maritale pour se déplacer ou même pour ouvrir un compte en banque. Il faut attendre Copenhague en 80 pour mettre plus en évidence les disparités qui existaient entre les pays. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de pays qui théoriquement avaient des très beaux textes, mais que dans la pratique, l'exercice des droits des femmes n'était pas effectif. Donc on a pu, à la conférence de Copenhague en 1980, mettre en évidence ce grave problème. Il faudra attendre Nairobi en 1985 pour faire vraiment un bond en avant. En effet, c'est à Nairobi qu'on s'est rendu compte que, contrairement aux deux autres conférences où on avait vu que les réalités politiques et économiques de certains pays avaient divisé les femmes, à Nairobi, on assiste à un front uni des femmes. Donc les femmes se mettent d'accord, transcendent les différences pour pouvoir cibler 3 domaines d'intervention, à savoir la paix, le développement et l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, il y a eu un terrain qui a été préparé par rapport à Pékin. Et quand on arrive en 1995 à Pékin, c'est une conférence qui est attendue. On s'attend à un très grand bond en avant. Effectivement, parce
son importance, on a vu qu'il y avait vraiment un bond en avant parce que Pékin, où j'ai pu participer pour représenter le forum de migrants de l'Union européenne, a drainé 47 000 participants, dont 35 000 représentants d'ONG à Pékin. Donc c'était grandiose. Outre le taux de participation à la conférence de Pékin, on est arrivé à l'unanimité à l'adoption du programme d'action en faveur des femmes en définissant 12 domaines critiques d'intervention auxquels tous les gouvernements étaient invités à se pencher et à même prendre des mesures nécessaires, notamment l'éducation, la santé, les conflits armés, les violences à l'égard des femmes, le pouvoir, la prise de décision, etc. Une évaluation a été faite à New York en 2000. Je reviens en arrière. 20 ans après, quels sont les progrès? Il y a eu des progrès entre 1995 et maintenant. Je vais en épingler quelques-uns parce que le temps nous presse. Avant d'épingler quelques avancées, j'aimerais quand même signaler qu'il y a une étude récente qui vient d'être menée par un cabinet d'audit en 2013 qui révèle qu'au niveau mondial, on a 24% des postes à responsabilité qui sont occupés par des femmes. Dans cette même étude, on note la performance, par exemple au niveau européen des pays baltes, 40% au niveau des pays baltes, et au niveau de l'Asie, par exemple, on trouve 51% de femmes en Chine qui sont parmi les cadres supérieurs. Donc, on voit quand même qu'il y a des avancées au niveau de certains pays. Pour revenir à l'Europe, notons que les pays nordiques font monter les statistiques au niveau européen. Je reviendrai plus tard. Concernant l'éducation, parce que l'éducation est très importante, on ne sait pas avancer sans éducation. Le rapport 2013 et 2014 montre qu'au niveau mondial, d'ici 2015, seuls 70 pays auront atteint la parité dans l'enseignement au niveau primaire et 56% atteindront seulement le premier cycle de l'enseignement secondaire. Je reviens un peu sur les avancées au niveau politique en jetant un petit coup d'œil au niveau des parlements. Femmes dans les parlements, au niveau mondial, nous étions à 11,5% de représentation des femmes dans les parlements en 1995. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 21,8% au niveau mondial. Au niveau des femmes chefs d'État, en 1995, on en avait 3. On est passé à 9. C'est pas peu. Permettez-moi ici de faire un petit clin d'œil à l'Afrique. Nous avons eu quand même 3 femmes, dont 2 encore présentes. Nous avons au Libéria avec Ellen Johnson-Sirleaf, Joyce Banda, qui était au Malawi jusqu'au mois de mai 2014, qui a perdu les élections, et actuellement, on a toujours Catherine Samba-Panza en Centrafrique qui assure la transition. Donc, c'est une avancée. Au niveau des femmes chefs de gouvernement, on en avait 7 au niveau mondial en 1995, et aujourd'hui, on en a 15 comme Premier ministre ou chef de gouvernement. Permettez-moi de citer quand même dans certaines grandes institutions, on ne peut pas passer sous silence Christine Lagarde, qui est directrice générale du Fonds monétaire international. On ne peut pas passer sous silence Madame Kozana Soulani Zuma, qui est présidente de l'Union africaine, mais aussi Madame Bensouda, qui est à la tête de la CPI, qui est d'origine gambienne. Et de l'UNESCO. S'agissant donc de l'autonomisation des femmes, il est important de signaler que divers programmes en faveur des femmes ont été développés et mis en œuvre par les gouvernements, les ONG et les institutions internationales dans les domaines éducationnels, économiques, social et culturels pour agir sur les facteurs handicapants. Et ce qui a permis de faire un bond en avant, c'est qu'on a vu pour une fois les institutions qui pouvaient financer aller à la rencontre des associations de terrain et des ONG de terrain, et cela a permis quand même d'avoir quelques résultats assez palpables. On a eu aussi le développement des instruments juridiques au niveau international. On a avancé aussi en matière de législation au niveau international, mais au niveau de certains pays, et cela a pu donner quelques résultats palpables. Ici, j'aimerais bien beaucoup plus m'appesantir un peu sur quelques freins, parce que ce que j'ai donné, c'est beau, ça montre qu'il y a eu des avancées à un niveau supérieur à certains postes qui jusque-là étaient fermés aux femmes, mais il y a quand même pas mal de freins qui
existe depuis Pékin. Depuis Pékin, on se rend compte qu'il y a quand même des difficultés encore persistantes concernant l'accès à certains postes de direction. J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai donné quelques exemples, mais ces difficultés sont réelles dans nombre de pays. Il y a des difficultés par rapport à l'accès au crédit, malgré ce qu'on a pu en dire. Il y a beaucoup de femmes qui se heurtent à obtenir un crédit lorsqu'elles veulent entreprendre quelque chose. Il y a des discriminations au quotidien à l'embauche. Les témoignages affluent. Alors là, on se dit, quand on progresse, comment est-ce qu'on peut arriver à agir sur le quotidien des femmes? Parce que c'est de là qu'on constate les gros défis. Malgré les chiffres en augmentation au niveau de l'éducation dans la plupart des pays, on constate quand même que dans certaines régions du monde, en Afrique comme en Asie, il y a une grande augmentation au niveau des mariages précoces. Une minute. Eh bien, on se rend compte aussi qu'au niveau, on a parlé tout à l'heure de l'esclavage au niveau mondial, ça touche 80% des femmes et des jeunes filles qui sont notamment drainées, orientées dans les milieux prostitutionnels. J'aimerais aussi marquer l'accès à l'information. Quand on va sur les terrains, qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'il y a des mesures politiques qui sont prises, l'information arrive dans les capitales, dans les grands centres urbains. Allez un tout petit peu en province, vous allez voir le décalage par rapport à l'accès à l'information. Et on ne peut pas avancer si les femmes ne sont pas informées, et surtout celles qui en ont le plus besoin. Au niveau sécuritaire, je termine par là, c'est là que le bas blesse. Malgré la résolution 1325 sur la sécurité et sur la paix, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des continents qui saignent, qui continuent à saigner. Les femmes sont victimes de viols, de violences multiformes. La justice peine à se mettre en route et la justice est urgente. Ce qui est encore plus urgente, c'est prendre des mesures au niveau mondial et au niveau politique pour faire cesser cette horreur. Je conclurai par 3 choses. Pékin, il y a eu des avantages, il y a eu des avancées, mais je dirais que le chemin est encore long. La lutte pour les droits des femmes demeure une longue conquête et il y a 3 défis qui doivent être poursuivis. Le premier défi, c'est sauvegarder les acquis en demeurant alerte, enraciner les avancées et veiller à ce qu'elles ne fassent pas l'objet d'un recul. Le deuxième défi, c'est progresser en agissant là où les plaies sont encore béantes et en créant une réelle solidarité au niveau mondial. Et enfin, le troisième défi, il faut innover pour marquer le progrès et changer la face de nos sociétés fort encore inégalitaires. Merci. My name is Joyce Naar. I'm a lawyer based in Brussels and global legal advisor of ACP Civil Society Forum. We are specialized in ACP EU cooperation. We are here in the European Parliament, one of the most important institutions of Europe, the European Union. So what has been done in all these years for women, gender, issues regarding ACP countries, Africa, Caribbean, Pacific. As you know, the ACP cooperation started officially in 1975, but it goes back longer. In 1957, with the Treaty of Rome, it was established special relationship and cooperation with 18 countries from Africa and Madagascar. So that was the basis with a preferential trade access and European Development Fund. So for more than 50 years, billions of billions money have been spent. And where has that money gone? Why was there no more participation of civil society, of women, in the cooperation of EU and ACP? In 2000, starting with the Cotonou Agreement, they said that things would change and that civil society would become an important partner of the ACP-EU cooperation, and that they would get some budget, some money
to take up their very important role in the development process in the countries and also on regional and international level. Also in 2001, ACP Civil Society Forum was established as the official platform for the ACP-EU cooperation. What happened? There were 155 representatives from Africa, Caribbean, Pacific in Brussels. They brought them here in 2001, and under the Belgian presidency it was established by the European Commission and the ACP Secretariat. Only 3 meetings have taken place in 2001, 2006 and 2009. That was the only thing, and there was no budget for the ACP Civil Society Forum, which is still the official platform for the ACP civil society organizations, also women organizations. So what we only can do is have our network, work hard in our countries, and rely on our own and not on EU budget and EU money. That is the reality. We have 5 years to go, and then Cotonou Agreement will end. We don't know what will be put in place for the ACP cooperation, but we will go on working in our countries very hard, and we have to deal with these issues. International, we cannot rely on partners. What partnerships? We cannot rely. We have to do it ourselves and try to do more on South-South cooperation, like Africa, Caribbean, Pacific, try to work together and with other partners we found. Because in 50 years, not much has been done. I see tomorrow we have workshops in the ACP Secretariat. That's very good. Maybe it's too little too late, but never too late, they say. So go ahead and, well, we'll see what will come out of it. Don't have too much hope. Don't count on money coming from Europe, because there is no money in Europe. That's what they said to us last week also in the meeting. We have to do it ourselves. And furthermore, if you want to know more about ACP Civil Society Forum, we can send you the reports. It has been ordered by the European Commission and the ACP Secretariat, and they do nothing with the recommendations which say, yes, ACP Civil Society Forum, and with all their networks, they have to work with the ACP Secretariat and the European Commission, but they don't do that. The report was from 2013. They don't do that. But I also would like to say how important it is for women to engage, to involve in trade negotiations, because it's all about trade and economic partnership. They decide for us here in Brussels, also in the WTO in Geneva, on bread and butter issues. Next week in WTO in Geneva, they will decide about the WTO trade facilitation agreement and on say food security. What is most important for us, that we open our markets for large exporting economies, or that we have more security for food stockpiling. And I don't see many women. We were involved in these big issues because they impact our lives in our countries, in Africa and the Caribbean Pacific. They decide for us here, and the big business, big multinationals, transnationals, they decide for us, and we have to work very hard in our countries to implement these agreements. The economic partnership agreements with the EU, they were concluded after 10 years with Africa. They were forced upon to conclude them, because if they didn't, they would have paid taxes to enter their markets with their products. For example, Kenya, producing flowers for Holland, never paid taxes for 50 years, but now they have to pay back taxes by the 1st of October deadline. And if they didn't sign the economic partnership agreement, they will pay taxes. So what they did, after 10 years, they surrendered. They said, okay, we're going to have these economic partnership agreements. But that's not sustainable development. They don't listen to us. But we have to go and to be there on international fora and to have our voices heard as women and civil society all together. Be there. These trade and economic issues are very difficult, very complex, but work together with our institutions, our experts in our countries, universities, and then you will see it is not that complex. These are bread and butter issues.
So I hope that what we will do is build our own capacities and have our voices heard. Thank you. Thank you, Madame Nard. This was very powerful. Ce que moi j'ai retenu en tout cas, c'est qu'il faut renforcer la coopération sud-sud, la coopération au sein même de nos pays. Les décisions sont souvent prises à l'extérieur sans nous consulter. On doit plus s'investir et participer aux forums internationaux pour que nos voix soient entendues en tant que femmes. Vous avez parlé tout à l'heure de la sécurité alimentaire. Quand on imagine une femme rurale africaine, c'est une femme qui passe des heures dans les champs à labourer la terre, une terre qu'elle ne possède pas. Elle laboure la terre, elle vend, elle n'a pas accès aux intrants comme les hommes. L'argent qui lui revient, des fois, elle n'a même pas la capacité ni le droit de posséder cet argent. Nous sommes les premières à travailler la terre, mais nous sommes les plus pauvres. Là aussi, il y a un paradoxe. Et pour résoudre tous ces problèmes, je pense que, comme vous le dites, on doit vraiment prendre part au processus de décision. Vous avez parlé des accords de partenariat économique. On nous présente ces accords de partenariat économique comme étant une thématique complexe, mais comme vous le dites, si on travaille tous main dans la main avec nos universitaires, avec nos gouvernements, je pense qu'il y a moyen. Si aujourd'hui on ouvre le marché à des produits subventionnés qui viennent d'Europe, nos propres pays locaux ne sont pas consommés. Il y a des pays, par exemple, comme le Burkina Faso, 10% de la population vit de l'agriculture, ils produisent le lait, mais le lait local n'est pas consommé. On préfère consommer du lait en poudre qui vient de l'étranger et qui tue à petit feu l'industrie. Et les exemples peuvent se multiplier. Pareil dans l'industrie du textile. On a des gens qui peuvent produire des pagnes, etc. On peut produire des pagnes. Aujourd'hui, on achète des pagnes qui nous viennent de Hollande, alors qu'on a des tisserands et qu'on a la possibilité, on a le coton pour faire. Vous avez la lourde tâche de terminer. Donc, Madame Isumo, Virginie, va vous parler de la budgétisation sensible aux gens dans les programmes d'investissement et elle va parler des outils favorables, elle va nous donner quelques outils favorables pour l'autonomisation des femmes. Vous avez 7 minutes parce qu'après je vais retourner vers la salle et je pense que Mehdi va me tuer parce que c'est elle qui fait les conclusions, donc on va essayer de ne pas déborder sur son temps. Vous avez 7 minutes, merci. Très bien, merci beaucoup mesdames et messieurs, merci aux organisateurs et bravo pour cette initiative. Donc je représente ici la plateforme Women Role in Philanthropy, c'est-à-dire que c'est un besoin qui devient non pas nécessaire mais urgent de pouvoir mettre en perspective des personnes qui ont des moyens, je parle d'institutions publiques, de family office, de philanthropes, avec des initiateurs, hommes comme femmes, de projets à impact, que ce soit des projets à impact social et environnemental, qui aient cette capacité de devenir autonome dans le long terme. Alors, je réponds évidemment positivement à la question de la nécessité de budgéter la question du genre dans les programmes de financement, parce qu'aujourd'hui, si nous ne le faisons pas, nous allons terminer, je pense, ce siècle avec pratiquement la disparition de l'humanité. Je m'explique. Si nous n'intégrons pas la moitié de la population humaine mondiale, qui sont les femmes, dans le processus non seulement de promotion, d'accès à l'éducation, d'accès à tout ce qui est énergie, à tout ce qui est possibilité de prendre part de manière démocratique à la décision sur le futur de notre vie et de notre planète, nous ne pouvons pas parler de développement durable. Mais la question est aussi simple que ça. Le développement durable implique la présence de tous les acteurs sur la planète. Donc, en clair, en ce qui concerne le continent africain, je pense qu'en termes de budgétisation, on doit, comme condition sine qua non, mettre la question du genre dans toutes les négociations, dans tous les accords de financement, parce qu'aujourd'hui, il est indécent de financer des projets qui négligent donc cette partie importante de la population, qui non seulement a une capacité d'innovation énorme, mais qui est porteuse de stabilité, donc qui est un facteur très important pour notre continent. N'oubliez pas que c'est le siècle de l'Afrique, donc il ne faut pas rater ce tournant. D'un point de vue pratique, je dirais que pour combler ce fameux gap, ce fameux écart, il y a
la nécessité, je dirais, d'appliquer aussi la question de la discrimination positive. Vous avez, venant de l'Afrique et de la diaspora en dehors de l'Afrique, vous avez de plus en plus des fonds thématiques, des fonds qui décident de financer des projets présentés ou gérés par des femmes ou qui bénéficient en priorité à des femmes, que ce soit dans l'entrepreneuriat social, dans l'efficacité énergétique ou dans tout autre domaine. Donc ce que nous demandons de plus en plus aux investisseurs que nous rencontrons, c'est, et que nous éduquons entre guillemets, parce que ce n'est pas, on a beaucoup parlé d'éducation des femmes, de l'accès aux filles, au-delà de l'école primaire, etc. Aujourd'hui, il faut aussi éduquer nos investisseurs. Nos investisseurs sont des personnes qui bénéficient de leviers énormes en termes de possibilités de participer, de faire le changement. Je pense qu'il est irresponsable à l'heure où on peut communiquer en une demi-seconde avec l'autre côté de la planète et avec chaque pays de notre continent qui est relié au réseau Internet. Il est tout à fait irresponsable d'ignorer donc cet aspect du gender. On a dit à plusieurs reprises dans la conférence que le gender est une question transversale. C'est une question multisectorielle. Il ne s'agit pas simplement de régler le problème de l'accès à l'eau, quand nous perdons 200 milliards d'heures par an pour aller chercher de l'eau. Il s'agit de se dire dans tous les domaines, for profit ou non lucratif, dans quelle perspective cette question elle est clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une partie de la planète qui décide pour, donc je parle de 2-3%, qui décide pour la majorité de la planète. Et ça, venant, que ce soit dans les rapports nord-sud ou sud-sud, ça doit faire partie définitivement du passé. Nous avons, non seulement au sein de la diaspora, mais sur notre continent, des capacités et une créativité qui existent vraiment de manière très très caractérisée dans notre pays, c'est-à-dire qu'on peut s'adapter. Nous, on vient du Congo, vous avez des dévaluations, le lendemain, même un enfant des rues sait calculer la valeur du Zaïre vers le franc congolais. Donc cette capacité-là, nous l'avons. Et pour parler d'instruments de financement, donc qui incluent ces conditions, donc qui nécessitent, n'oubliez pas que si les réglementations ne se prennent pas au niveau des parlements, nous avons au niveau contractuel la liberté entre parties de décider que c'est une condition sine qua non. Désolé de le répéter, mais il faut être absolument proactif et pas attendre qu'on nous montre des modèles, il faut s'adapter à nos besoins. Donc il y a des besoins aujourd'hui qui sont à combler par des fonds qui sont très importants. On parle de infrastructure, on ne peut pas se développer sans infrastructure, on ne peut pas se développer sans pouvoir, au sein de notre continent, se parler les uns les autres et créer, si pas des plateformes, des fonds communs d'investissement qu'on peut cofinancer avec des fonds externes privés ou publics. Effectivement, le secteur privé a un rôle très important. On connaît les déficits des États, donc le secteur public est très important, le secteur privé est très important dans ce challenge. Et que n'oublions pas, parce que l'argent, pour conclure, est le nerf de la guerre. Si au niveau de la finance, on a des ambassadeurs, hommes et femmes, qui nous disent que la question de budgétiser le gender, moi je fais beaucoup de lobbying aussi au niveau du Parlement européen sur cette question avec une autre association, si la question du gender est fondamentale pour avancer, à ce moment-là c'est un moyen imparable d'accélérer le changement, y compris des mentalités. Vous savez, quand on nous avait dit il y a 25 ans qu'on ne pouvait plus fumer dans les avions, enfin je ne fumais pas, mais tout le monde a suivi cette règle. Donc je veux dire, soyons concrets, soyons réalistes. Nous nourrissons la plupart des personnes sur cette planète grâce à des terres fertiles, grâce à un sous-sol qui est inestimable, mais nous avons avant tout notre besoin de participer à cette promotion de la femme et de faire ce fameux rattrapage. Et sans des fonds importants utilisés intelligemment, parce qu'on en a jeté des trillions, mais qui n'ont pas toujours été avec beaucoup d'impact,
sans cette volonté, je veux dire, qui doit se faire à tous les niveaux, donc c'est une question d'éducation et de nos politiques et de la société civile et de tous les acteurs du secteur privé, on n'aura aucun effet et on peut encore se réunir à l'infini. Donc vraiment, c'est la question de la vie. Merci d'avoir respecté l'heure déjà. Merci d'avoir été concise. Ce que moi je retiens, c'est qu'il faut éduquer les investisseurs. Je n'avais jamais entendu ça. Donc voilà, je pense que l'accent doit être mis là. Et il faut qu'on continue à participer à la promotion de la femme. Et surtout, ce que vous avez dit, et je trouve ça très intéressant, c'est créer des fonds communs d'investissement qui puissent nous servir à tous sur le continent. Alors maintenant, ça va être le moment le plus difficile parce que je vais prendre uniquement 3 questions. 2 questions, me dit Maudit. Je vais prendre 2 questions. On ne va pas refaire la conférence. Donc, vous vous présentez, vous dites à qui vous posez la question et vous faites ça en 1 minute parce qu'après, on a besoin d'avoir les conclusions de la journée. Je n'ai pas regardé ce côté-là. Donc, j'ai le monsieur en jaune, une question. Et de ce côté-ci, il faut que je prenne... je vais prendre la dame en rouge. Ma question s'adresserait soit à Mme Gandou ou Mme Issoumo. En fait, pour les négociations, après avoir fait le bilan des négociations à venir, est-ce qu'il est prévu une forme de contrainte pour certains acteurs qui rament résolument à contre-courant? On a parlé des pesanteurs religieuses, etc. Je pense par exemple à l'Arabie Saoudite, je peux penser à la Mauritanie, je peux penser au nouveau groupe. Il y a des qui ont une sorte de... qui, par leur rayonnement et leur puissance financière, influencent aussi négativement d'autres espaces culturels. Alors, est-ce que, dans l'avenir, il est prévu des formes de sanctions ou de contraintes? Merci. Ici, en rouge. L'accès à l'information, c'est une des difficultés des femmes aujourd'hui. Dans nos villages, aujourd'hui, l'information passe par les techniques d'information et de communication. Or, comme vous le savez bien que moi, beaucoup de femmes sont analphabètes. Les taux d'analphabétisme chez les femmes est très élevé. Et même pour celles qui ont accès à l'information, toutes les associations ici, ils ont des sites, mais c'est difficile d'avoir aussi cette information-là, parce qu'il n'y a pas une base de données qui réseaute, parce que j'ai suivi la plupart de nos interlocuteurs, de nos panélistes, parlent de réseauter. C'est une force. Comment pensez-vous peut-être indiquer cette difficulté-là? Okay. Merci beaucoup. La question de monsieur est vraiment essentielle. Les sanctions, eh bien, ça a déjà été évoqué et c'est là où le bas blesse parce que contre certains États, on a comme moyen de pression, entre guillemets, quelques pressions diplomatiques et encore sans trop de contraintes. C'est-à-dire qu'on va essayer, pour essayer d'amener les États à la raison, mais en dehors des moyens diplomatiques, on ne sait pas aller beaucoup plus loin. Moi, je pense que notre présence ici, justement, c'est de pouvoir épingler et oser aller plus loin, oser revendiquer et oser proposer. Ce que les autres sont frileux à faire maintenant, il faut que les femmes aient le courage de dire, nous voulons que dans les prochains agendas, on puisse aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'ici. Qu'au nom de relations, soit disons diplomatiques à préserver, on assiste à des situations indicibles, on assiste à des situations criantes, révoltantes, et qui font qu'à un moment donné, on se demande finalement, est-ce qu'on est en train d'avancer, on est en train de reculer, pourquoi est-ce qu'on est en train de se battre? Donc nous allons oser dans les agendas à venir. Concernant la question de l'accès à l'information, vous avez tout à fait raison. Mes derniers voyages en Afrique m'ont effectivement interpellée. Parce que parlant de réseau, je me suis retrouvée dans des situations où les femmes, là où ils étaient, même le GSM, il n'y avait pas de réseau. Donc, avec les délestages, c'est-à-dire les coupures d'électricité, quand bien même certaines associations avaient des ordinateurs, les ordinateurs ne fonctionnaient pas. Envoyer un mail, c'était la croix et la bannière. Alors je me suis dit, il y a quand même une avancée à 2 niveaux. D'où on doit arrêter de globaliser. Nous devons particulariser les situations, les prendre telles qu'elles se posent dans une région donnée et donner des réponses appropriées. En parlant de réseau, oui, c'est celles qui peuvent réseauter, mais celles qui sont exclues des réseaux, on en fait quoi? Donc moi je pense, ça c'est aussi une question
que nous allons mettre dans les revendications, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont exclues de lieux où elles peuvent être soutenues, exclues des lieux où elles peuvent jouer un rôle important, simplement parce qu'elles ne sont pas au courant de l'information. Je terminerai par l'exemple du NDI. Le NDI est en train de donner pas mal de formations en Afrique concernant les prochaines élections, et j'ai regardé le programme de formation qui se donne en ce moment au Congo. Qui participe à ces formations du NDI? À 80% des femmes qui sont déjà dans les partis politiques. C'est-à-dire celles qui sont au courant, qui sont informées que les partis peuvent inscrire à ces formations. Je suis allée en province, mais je regarde à la base, vous avez des femmes dynamiques, qui font beaucoup avec peu. Vous vous dites que celle-là, si elle arrive à un poste décisionnel, même au niveau local, elle fera avancer les choses. Mais cette femme-là ne participera jamais à la formation du NDI. Qui va la recommander? C'est là que le bas blesse. Comment est-ce que nous pouvons arriver à agir sur ce gap au niveau de l'information? Comment nous pouvons arriver à réseauter? Et c'est là que j'ai vu quand même la grande responsabilité des femmes qui ont cet accès au réseau, des femmes qui ont eu la chance d'étudier, d'aller loin. Nous avons pratiquement un devoir moral par rapport à nos sœurs. Merci. Ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé tout ensemble. Ce que moi je vais retenir, et ça va se dire très facilement, le changement c'est maintenant, par nous, avec nous et pour nous. Bonne soirée. Oui, merci Wendy. Et difficile. Vous l'avez vu, d'abord je voudrais vous remercier tous qui restez jusqu'au bout, parce que c'est ça aussi notre standpoint. So I would say thank you to all of you being here until the end, because this is also the most important thing, is to take on action until the end. So now, to conclude what we have heard today, there's a lot, there's so many. Thank you for that. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette conclusion. Je vais essayer de pointer rapidement, en volée, celles qui m'ont frappé le plus. C'est la répétition de l'importance des partenariats. Et pas seulement des partenariats d'État-État, des partenariats internationaux, mais des partenariats avec la société civile, avec les médias que vous avez vus aujourd'hui, qui sont venus. Et ça part aussi de notre volonté en organisant cela avec vous, parce que même si vous n'avez pas été là dans les petites mains, vous avez été là par la réponse à cet appel. C'est de dire, dans ces grands agendas qui sont faits dans ces institutions, dans les États, qui nous sont appliqués, nous avons notre mot à dire. Et le message aujourd'hui, c'est que ici, l'information vient de la base. Et la base ne nous est pas étrangère. Nous sommes cette base. C'est ça le premier élément le plus important. Ensuite, nous avons réalisé l'importance de nous donner le vrai pouvoir. Celui qui décide, celui qui distribue, celui qui redistribue, celui qui condamne. C'est cela. Et ça, je pense que l'un des calendriers pour nous, femmes de la diaspora africaine, celui qui a été mis par les États-Unis, les Nations Unies, excusez-moi, celui des personnes d'ascendance africaine, nous devons nous le saisir en tant que femmes de la diaspora. Nous sommes ici dans un endroit emblématique, le lieu du lobbying international. Bruxelles est la première place mondiale du lobbying, même si les médias des puissances prétendent que les États-Unis sont la première puissance. La puissance de décision, depuis des temps, vient de l'Europe. Nous y sommes ici, et comme Louise le disait, c'est de notre devoir, si nous avons la capacité d'être dans ce lieu, de pousser les portes. D'aucuns se demanderont comment on peut le faire en utilisant ces femmes qui sont déjà ici. Des dames comme Cécile Kienge. Il faut vous dire que c'est la seule femme noire dans cet hémicycle qui a une position de pouvoir. Quand je dis cela, on peut s'enorgueillir, mais il faut s'en effrayer. Parce qu'en réalité, il devrait y en avoir plus.
Nous sommes 20 millions de personnes afrodescendantes en Europe. La moitié de ces 20 millions, 10 millions, ce sont des femmes. Si on devait parler de proportion dans les 28 États, je ne dirais pas le chiffre. Vous le ferez ce soir et vous saurez combien d'autres femmes devraient être ici à côté de Cécile Kyenge pour porter notre drapeau très haut. Ça, c'est pour la politique. Ensuite, le réseau, l'information, les échanges, c'est capital. On ne pourra plus reculer, on ne pourra plus faire l'impasse. Les stéréotypes sont forts. Ils disent que les Africains ne s'aiment pas, ne sont pas unis, se marchent dessus. L'événement d'aujourd'hui prouve le contraire. Nous avons chacune et chacune, vous et moi, nous toutes, dépassé le stéréotype pour venir là. Appuyons-nous sur cela. Appuyons-nous sur ce dépassement que nous avons pu faire pour embrasser cette plateforme d'échange que nous demandons toutes. Ici, à l'Europe, en international, mais aussi dans nos actions quotidiennes. C'est pour ça que nous sommes toutes celles qui se sont dit, ne laissons pas le RIFAD porter seul cet événement, apportons notre pierre, nous nous y sommes mises. Et la session de demain, comme on l'a dit, c'est de se mettre au travail. Pas de nouveaux discourir, mais vraiment, en atelier, réfléchir sur les 3 thématiques qui sont là. Quels sont les outils, quelles sont les informations, quels sont les échanges, quels sont les lieux où nous devons pousser les portes pour avoir quoi? La possibilité de financer ce qu'on veut faire. Ne vous imaginez pas que nous ayons eu des millions pour être dans cette Sénat. Et je sais que on ne m'aimera pas pour cela, mais il ne s'agit pas d'amour, il s'agit de sauver l'humanité, comme tu l'as si bien dit. Donc sauver l'humanité et le financer. Comment le ferons-nous? Madame de Hollande, j'ai oublié son nom, des ACP, Madame des ACP, nous l'a très bien dit. Madame Joyce nous l'a très bien dit, il y a des fonds pour la participation civile. Il est anormal qu'aujourd'hui, il n'arrive pas jusqu'à nous. Dans cette salle, qui a déjà eu 1 centime d'un de ces fonds? Levez vos mains. Personne. C'est criant, c'est catastrophique. Donc nous devons vraiment nous coaliser avec celles qui sont des spécialistes pour trouver le chemin. Trouver le chemin, pas seulement le chemin, avoir l'argent. Parce qu'à la fin de la journée, on ne sauvera pas le monde avec nos sourires, nos pagnes. Hein? On doit sauver le monde avec de l'argent, construire, faire des usines, faire du travail pour les enfants en Afrique qui constituent 75% des chômeurs non indemnisés. Mais les médias n'oublient jamais de répéter que les étrangers sont en Europe pour profiter du système. Alors que les femmes étrangères en Europe sont une force de travail incroyablement flexible, incroyablement dynamique, incroyablement mal payée. Donc voilà, on a vraiment un chantier énorme à faire et l'information est importante pour cela. N'hésitez pas, vous vous êtes inscrits, on a vos emails, on va tout faire pour travailler, pour échanger. Celles qui se sont inscrites pour les ateliers demain, n'oubliez pas, on commence les sessions à 9h. Venez parce que c'est pour nous. Je n'aime pas dire c'est pour vous, c'est pour nous. C'est pour nous que nous devons réfléchir, c'est pour nous que nous devons organiser et mettre vraiment la main à la pâte. Un opérateur culturel me disait justement, mais moi, vos rencontres me fatiguent. Parce qu'il faut créer. Nous, les culturels, après, on n'a rien. Il faut créer, il faut maintenant, nous avons les expertises. Nous ne devons plus nous en convaincre et on ne doit plus nous dire qu'il n'y en a pas. Et nous devons décider nous-mêmes quelle est l'expertise que nous sommes, dont nous avons besoin et avec laquelle nous voulons créer pour le futur. Et sur ce, je pense que je vais m'arrêter là et on continuera demain le travail. Je vous remercie.
badges. Ça, c'est notre production au réseau. C'est notre production et on l'a appelé peut-être naïvement monnaie sensible au genre. Parce que tout tourne autour de l'argent. Nous ne pouvons pas imprimer l'argent. Ce sont les États et les banques nationales qui en ont le pouvoir. Mais nous pouvons marquer le coup en transformant ce que nous pouvons faire, ce que nous sommes autorisés à faire en argent. Ce petit badge va permettre que ce réseau dont nous rêvons, mais que nous sommes déjà en train de créer aujourd'hui, puisse s'autofinancer. Demain, il sera en vente. Aujourd'hui, nous le portons pour vous le montrer. Et si vous trouvez qu'il n'est pas joli, ne dites pas seulement qu'il n'est pas joli. Aidez-nous à l'améliorer. Il est joli. Merci. Alors je vais juste vous appeler à venir ici autour pour une photo de famille. Faites-nous une photo, please.